Jean-Jacques Goldman. Incroyable de se dire qu'il reste la personnalité préférée des Français année après année. Oui, c'est vrai. Alors qu'il est quasiment invisible médiatiquement depuis plus de 20 ans Mhm. maintenant. C'est assez fou, oui. Cette popularité qui dure malgré le silence, c'est quand même assez unique, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, on va justement regarder d'un peu plus près son parcours. On a sa discographie, évidemment, mais aussi pas mal d'articles, d'analyses sur sa carrière. Mhm. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu les clés de ce succès phénoménal et de cette influence qui perdure dans la chanson française. On va décortiquer un peu tout ça. Et il faut rappeler l'ampleur du phénomène, hein. On parle de plus de 30 millions de disques vendus. C'est énorme. Énorme. Et puis, 7 albums studio solo qui ont vraiment marqué, dont plusieurs certifiés diamants, positifs, non homologués, entre gris clair et gris foncé. En passant, chanson pour les pieds aussi. Exactement. C'est une empreinte indélébile sur la musique ici. Et si on revient au début, bon, il y a eu Typhon, bien sûr, avec Sister Mhm. Jane. C'était déjà un gros succès dans les années 70. Oui, un autre style, mais déjà un succès. Mais apparemment, le vrai déclic pour chanter en français, ce serait un concert de Léo Ferré en 76. Ça l'aurait vraiment marqué, cette puissance des mots. C'est ce qui est souvent rapporté, oui, la force du texte en français. Après ça, les premiers singles solo, c'était un peu difficile, hein. Oui, ça n'a pas pris tout de suite. Et puis arrive Il suffira d'un signe en 81, et là, Là, ça change tout. complètement. Et ce qui est intéressant avec les deux premiers albums solo, c'est que Goldman voulait les appeler démodés et minoritaires. Ah oui, Et la maison de disques a refusé les titres. Ça montre déjà peut-être une petite tension, hein, entre sa vision et l'industrie. c'est possible. Mais bon, ces albums lancent vraiment sa carrière solo. Il y a Quand la musique est bonne, Comme toi, Au bout de mes rêves, des tubes énormes. Et après, c'est l'enchaînement. Positif en 84. L'affirmation, Et puis la consécration avec Non homologué et le fameux double album entre gris clair et gris foncé. Les années 80, c'était vraiment Goldman. totalement. Et impossible de parler de cette période sans mentionner les collaborations. Je te donne avec Michael Jones. C'est plus qu'une chanson, c'est devenu un classique. Numéro 1 des ventes, un hymne à la fraternité, oui. Puis l'aventure Fredericks Goldman Jones, à nos actes manqués, Né en 17 à Leidenstadt, des chansons très fortes aussi avec cette dimension de groupe, Exactement. Et il y a eu aussi ce duo magnifique, là-bas avec Sirima. tellement émouvant. Une intensité rare, oui. Et puis il y a l'autre facette qui est peut-être moins connue du grand public, mais tout aussi impressionnante, son travail d'auteur-compositeur pour les autres. Ah oui, ça c'est fascinant. On pense évidemment à Johnny Hallyday, l'album Gang en 86. Je te promets, Laura, il a vraiment relancé quelque chose pour Johnny à ce moment-là. Absolument. Et que dire de Céline Dion? Deux, S'il suffisait d'aimer, ce sont des albums monumentaux. C'est l'album francophone le plus vendu de tous les temps, non? C'est ça. Et c'est Goldman derrière une grande partie de ça. Il a écrit pour tellement d'autres. Pani, Fiori, Noah, Calogero. On parle de plus de 125 chansons pour d'autres artistes. C'est incroyable. Un faiseur de tubes, mais toujours dans l'ombre finalement. Voilà, très discret sur cet aspect-là aussi. Et en parlant de chansons marquantes, il y en a une qui revient souvent. C'est Puisque tu pars. Elle est intéressante parce qu'elle a plein d'interprétations possibles. Beaucoup pensent à une rupture amoureuse, d'autres à un hommage à son demi-frère Pierre Goldman qui a été assassiné. C'est vrai, ces interprétations existent? Mais en fait, si on creuse un peu, il semble que Goldman l'ait surtout écrite comme une chanson de départ pour son public, à la fin des concerts. Un message positif, quoi. Exactement. C'était l'intention première apparemment. Et cette ambiguïté, cette richesse qui permet à chacun d'y mettre sa propre émotion, C'est peut-être ça la force de ces textes, non? je pense que oui. Ça, et les mélodies bien sûr, toujours très efficaces. C'est ce qui explique sans doute pourquoi ces chansons touchent encore autant. Et même après son retrait de la scène en 2001, après Chanson pour les pieds. Son influence reste énorme. Il suffit de voir le succès des albums Génération Goldman. C'est vrai, ça a touché une nouvelle génération. Et puis il y a son engagement indéfectible pour les enfoirés. Il en a été le pilier pendant des années. Même silencieux, ce lien avec le public, il est resté très fort à travers ça aussi. Il est devenu cette figure consensuelle presque, intouchable, tout en étant invisible. C'est un paradoxe. Tout à fait. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort? Un succès commercial dingue, évidemment, Indéniable. mais aussi des textes qui parlent aux gens, profondément. Hmm. Des collaborations hyper marquantes et une influence qui va bien au-delà de sa propre carrière sur scène. Oui, il a vraiment façonné une partie du paysage musical français. Et en plus, il a réussi ce tour de force d'être ultra populaire tout en maîtrisant totalement sa communication, en préservant sa vie privée. C'est un cas d'école, en fait. Presque, oui. Ça interroge vraiment le système médiatique et le star system habituel. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour réfléchir. Comment une œuvre, une musique,
peut rester aussi centrale, aussi vivante dans le cœur des gens. Mhm. Des décennies après les grands succès, et alors que l'artiste lui-même s'est complètement effacé, qu'est-ce que ça dit sur la force propre de la musique, des mots? Sur leur capacité à créer un lien qui dépasse la présence physique, peut-être. Voilà, un lien durable entre l'œuvre, l'artiste quelque part, et ceux qui l'écoutent. C'est assez fascinant.